En 1989, le Parti communiste chinois a fait quelque chose qui a choqué tout le monde principal. En Chine, la volonté du peuple a été écrasée par celle du gouvernement. C'était tard dans la nuit à Pékin, ce matin à notre heure, lorsque la direction divisée du Parti communiste a finalement décidé qu'ils en avaient assez. Comme mentionné, l'anarchie à Pékin devait cesser. Au cours des jours suivants, la place Tiananmen devient une île de liberté. La liberté d'expression règne. Cela ne durera pas longtemps. Les manifestations pour la démocratie en Chine menaçaient le régime du Parti communiste chinois. Cela les a effrayés, tellement effrayés que le Parti communiste chinois a décidé de lancer une attaque contre ses propres citoyens pour faire taire les manifestants. Au cours du processus, des milliers d'étudiants chinois innocents ont été tués et des milliers d'autres ont été blessés. Eh bien, et si je vous disais que la situation en Chine devient effrayamment similaire à ce qui s'est passé à l'époque? Vous voyez, beaucoup d'entre nous associent les manifestations de la place Tiananmen à l'homme devant le char ou à la démocratie. Mais ce n'est pas ce qui a été à l'origine du mouvement. En réalité, il a commencé à cause de l'économie et du chômage. Bonjour, ici Léon Weinstein depuis Los Angeles, Californie. Le danger d'une guerre avec la Chine, le danger d'un long conflit avec la Chine. Guerre. En réalité, les droits de douane ont amené plusieurs pays asiatiques à penser que la Chine pourrait commencer à résoudre ses problèmes internes, qui seront forcément organisés à l'aide d'opérations militaires extérieures. C'est un phénomène bien connu dans l'histoire, lorsque des guerres sont déclenchées pour détourner l'attention de la population des problèmes internes. Eh bien, tout d'abord, on peut, pour ainsi dire, juger selon le temps de guerre, et deuxièmement, on peut les enrôler dans l'armée, etc. Chez les gens, l'esprit se met à fonctionner différemment, et on peut distribuer des rations, disons, au lieu de leur permettre de gagner leur vie, on leur donne une poignée de riz. Pendant 80 ans, le Japon, là je parle maintenant des pays qui sont sous la menace de la Chine. Si jamais c'était un pays pacifiste, c'est-à-dire que toutes les lois étaient écrites de telle sorte qu'ils ne pouvaient vraiment pas, tout comme en Allemagne, ils ne pouvaient pas créer une armée sérieuse. Mais maintenant, la direction du Japon a décidé que leur pays pourrait subir le même sort que l'Ukraine. S'ils ne sont pas prêts... Le Japon modifie sa politique étrangère. Elle a annoncé des plans pour le plus grand renforcement militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, ils ont pris cette décision majeure d'abandonner 60 ans de pacifisme relatif en doublant leur budget de la défense. Le Japon perçoit maintenant un risque et une menace sur son flanc ouest. Et pour la première fois, les exercices appelés « point de fer » désignent la Chine comme un ennemi hypothétique, même si la menace est bien réelle. La coopération militaire entre les deux pays est au centre de l'actualité. Bien sûr, en arrière-plan, la tension avec la Chine ne quitte jamais les esprits. Le Japon et les États-Unis se sont alliés agressivement contre la Chine. L'Amérique et le Japon restent fermement unis face aux actions agressives et coercitives de la Chine communiste. C'était notre ministre de la Défense, la Chine a été qualifiée de communiste et d'agressive. Ces mots épithètes sont utilisés lorsqu'on veut dire quelque chose de pas très positif. Voilà ce que les Ukrainiens, d'ailleurs, n'ont toujours pas compris. Pour avoir la paix, il faut être prêt à la guerre. La Chine, depuis plusieurs années, est passée d'une influence passive sur la région à une influence active. La direction chinoise aujourd'hui est bien plus agressive que la plupart des dirigeants chinois avant eux. Xi Jinping, par exemple. Et cela, à un moment de turbulence, à un moment de problème, peut représenter une menace plus grande pour la région. L'armée populaire de libération de la Chine a lancé à l'improviste de grands exercices militaires autour de Taïwan. Vu l'ampleur de ces exercices, il serait juste de les qualifier de préparation à la guerre. 76 avions et plus de 20 navires, dont le puissant groupe aéronaval Shandong, encerclent l'île principale de Taïwan. La Chine n'apprécie pas non plus lorsqu'on évoque Taïwan comme un pays indépendant. En fait, le Parti communiste chinois alloue de l'argent aux pays qui suivent la ligne du Parti communiste chinois sur la question de Taïwan et punit les pays qui reconnaissent Taïwan comme une nation souveraine.
Nous maintenons 50 000 militaires au Japon et dépensons d'énormes sommes d'argent pour empêcher la Chine de les attaquer. Naturellement, cela nous intéresse aussi. Mais, jusqu'à aujourd'hui, le Japon ne nous a pas payé pour sa protection. Et j'aime le Japon. Nous avons d'excellentes relations avec le Japon, mais nous devons protéger le Japon, alors qu'eux, en aucune circonstance, ne sont obligés de nous protéger. Je me demande vraiment qui conclut de tels accords. Donald Trump dit qu'il aime le Japon, mais il est aussi mécontent que les États-Unis protègent le Japon. En bref, Donald Trump aime le Japon, mais comme un ami. Qu'est-ce que cela signifie? Le Japon devra-t-il se défendre lui-même? Ils devront soit modifier la Constitution, soit trouver une autre solution. Le peuple doit comprendre que la Constitution importe peu et commencer à s'armer, car il pourrait y avoir des problèmes. Soit elle doit participer à nos dépenses pour Zato, pour sa protection. Nous ne voulons pas qu'il nous paie. En fait, non. Le Japon verse 1,2 milliard de dollars pour l'entretien et les besoins domestiques des militaires américains stationnés sur son territoire, d'après ce que je comprends. Nous voulons que le Japon renforce son armée. Nous voulons que le Japon, comme tous les autres pays de l'OTAN, renforce son armée. Ils ont approuvé un budget de défense record de 87 000 milliards de yens pour 2025, soit environ 55,1 milliards de dollars américains. C'est 9,4% de plus par rapport à l'année précédente. Et cela marque la 13e année consécutive d'augmentation du budget de la défense. Mais ces chiffres, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question d'intention. Le Japon ne parle plus seulement de défense, il s'arme. Pour la dissuasion, le géant endormi se réveille enfin, mais le dragon est déjà loin devant. Que cela vous plaise ou non, si une guerre éclatait aujourd'hui entre la Chine et le Japon, la Chine pourrait facilement écraser le Japon, à moins, bien sûr, que les États-Unis n'interviennent. Selon l'analyste américain, la position militaire de Tokyo est encore en développement et n'a pas encore atteint le niveau nécessaire pour faire face aux menaces régionales croissantes. Lorsque vous comparez leurs forces armées, l'écart est évident. Le budget de la défense de la Chine excède 266 milliards de dollars alors que celui du Japon atteint 57 milliards de dollars. En Chine, il y a plus de 2 millions de militaires actifs, tandis qu'au Japon, ils sont environ 261 000. La Chine possède plus de chars, plus de navires de guerre et un immense arsenal de missiles. Mais le Japon a des problèmes, pas seulement avec la Chine. Ainsi, la Russie représente un énorme problème pour le Japon. En effet, la Russie peut sembler représenter une menace significative pour le Japon, étant donné qu'elle possède la deuxième armée la plus puissante au monde. Le plus grand nombre d'armes nucléaires et des technologies militaires avancées qui peuvent infliger des dégâts considérables à un pays avec une armée relativement plus faible. Mais la réalité est tout autre. La Russie est déjà engagée en Ukraine et y a dépensé beaucoup d'argent et de ressources. Ainsi, ouvrir un autre front contre le Japon est pratiquement impossible pour la Russie. Pour une raison simple, le produit intérieur brut du Japon s'élève à 42 000 milliards de dollars, tandis que le produit intérieur brut de la Russie dépasse à peine 21 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse surtout, c'est la Chine. Que se passe-t-il en Chine? Comment la lutte des États-Unis pour des relations commerciales transparentes et équitables et le refus de la Chine d'accepter des relations commerciales honnêtes influencent-elles la population? 300 millions de personnes sont confrontées à cela. 300 millions de personnes sont confrontées au chômage. L'économie revient au niveau des années 1980. La guerre commerciale ébranle la structure politico-économique chinoise. L'annulation par Trump de l'exonération du minimum de droits de douane détruit le commerce électronique chinois. Temu et Shein n'ont pas d'issue et ils ne peuvent plus se permettre. L'Europe pourrait devenir le bouc émissaire dans la guerre commerciale. Inondée de produits chinois déstockés, les industries locales sont en train de s'effondrer à mesure que la guerre commerciale s'intensifie. Le Parti communiste chinois met-il en danger la vie du peuple chinois avec des paris à haut risque? Contre les États-Unis? La déclaration de la Chine sur son leadership en robotique et intelligence artificielle est trompeuse. Les faux robots ont été démasqués, pleins de dysfonctionnements et jetés comme des ordures. Bienvenue dans l'émission d'aujourd'hui Décryptage de la Chine, votre source fiable d'informations importantes et d'analyses actuelles. Émission intéressante. Décodage Chine, décryptage de la Chine, décodage, nous décryptons la Chine. Je recommande Décodage Chine. 300 millions de personnes sont confrontées au chômage. L'économie revient au niveau des années 1980. La guerre commerciale avec les tarifs perturbe la structure politique et économique chinoise.
Je veux que vous entendiez cela. 300 millions de Chinois pourraient perdre leur emploi. C'est plus que la main-d'œuvre totale des États-Unis et du Canada réunis. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a affecté les secteurs industriels dans toute la Chine et les conséquences des tarifs de rétorsion imposés par le gouvernement chinois deviennent de plus en plus évidentes. Les villes de premier rang, telles que Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen, connaissent un déclin économique notable. La vague de fermeture d'entreprises et de chômage frappe durement. Les citoyens signalent une situation économique très difficile. Certaines personnes la comparent même à un retour aux années 1970 et 1980. Dans les années 70 et 80, l'économie de la Chine s'est effondrée et le pays était au bord de l'effondrement. La situation dans les villes secondaires, tertiaires et quaternaires est encore pire. Une personne s'est plainte. Cette année a été particulièrement difficile pour les demandeurs d'emploi. Ils terminent leurs études sans travail et n'ont nulle part où vivre. Regardez-moi, je ne peux dormir que dans la rue maintenant. Je suis sûre que les entreprises locales ne peuvent même pas payer leurs factures d'électricité, sans parler du loyer. Les diplômés des universités dorment dans les rues. Les entreprises ne peuvent pas payer l'électricité. Les factures. S'ils ne peuvent pas payer le loyer ou l'électricité, comment peuvent-ils se permettre de payer leurs employés? Le secteur commercial a fortement chuté. La rue des restaurants est déserte. Peuvent-ils même vendre de la nourriture dans de telles conditions? Allons. Regardons les magasins hors taxes. À l'aéroport de Pékin-Capitale, dans la zone des départs du terminal 3, la fréquentation est bien moindre. Les boutiques duty-free pour les voyageurs sont désertes, avec très peu de clients et seulement le personnel présent. Les affaires sont extrêmement ardues cette année. Où que vous alliez, il n'y a personne nulle part. Les quartiers résidentiels sont vides, les centres commerciaux sont vides, les marchés sont vides et les immeubles de bureaux sont également vides. L'hôtel Grande Muraille, anciennement appelé Grande Muraille, a été le premier hôtel 5 étoiles de Pékin, créé en coentreprise avec une participation étrangère. Le Sheraton, malgré sa renommée passée, est désormais tout aussi déserté. V. Actuellement, 90% des hôtels 5 étoiles en Chine fonctionnent à perte. Une utilisatrice a déclaré que la guerre tarifaire avait augmenté le nombre de chômeurs dans le pays à plus de 300 millions, bien que cela ne soit pas confirmé. Cela démontre le pessimisme du public envers le marché de l'emploi. Le commerce électronique et les entreprises exportatrices ont complètement fait faillite et les crises financières des autorités locales s'aggravent. Le Fujian, une grande province exportatrice, a déclaré sa faillite financière. Un grand nombre de navires de fret et de vol de marchandises sur les routes Chine-États-Unis ont été suspendus. Laissez-moi vous expliquer pourquoi tout a commencé à s'effondrer si rapidement. Le fait est que des pays comme la Russie et la Chine ont une économie déséquilibrée. La Russie tire 70% de ses revenus des exportations, principalement de pétrole, de gaz et de bois. Auparavant, c'était les armes et maintenant jusqu'en Ukraine. Donc, si on fait baisser les prix de l'énergie, le Kremlin n'aura plus d'argent. La Chine exporte 80% de ce qu'elle produit. Le marché intérieur est pauvre. Crée des conditions dans lesquelles les produits chinois ne seront plus compétitifs et la Chine explosera comme une bulle de savon. Pensez-vous que Donald Trump soit aussi stupide que le décrivent les démocrates, les politiciens ukrainiens et les blogueurs? Ou bien est-il au courant de la manière d'affaiblir à la fois la Russie et la Chine? Mais il faut mener le jeu de façon à ce que ces deux pays ne rassemblent pas leur société. L'un a une population d'1,5 milliard, peut-être même plus déjà, et ses propres ressources. Le deuxième pays possède 1/6 de la surface terrestre. Au fait, certains ont des doutes, comme n'importe quelle Maison Blanche, je parle de la direction américaine, sur la façon dont elle se comportera s'il faut choisir entre l'indépendance de l'Ukraine ou un danger pour les États-Unis. Si quelqu'un a des doutes ou des idées, écrivez-les dans les commentaires. La Chine, fortement dépendante des exportations, reste une puissante usine mondiale. Sa principale destination d'exportation actuelle est les États-Unis. Si les États-Unis refusent de permettre à la Chine de continuer à exporter ou imposent ce tarif de 145%, voire des barrières tarifaires encore plus élevées, à l'avenir, cela conduira dans une certaine mesure à une rupture des liens entre les États-Unis et la Chine. Les analystes indiquent que, pour sauver la face, le Parti communiste chinois a répliqué aux États-Unis par des contre-mesures très médiatisées, négligeant les conditions de vie de sa population.
Les tarifs excessifs entraînent maintenant l'effondrement du trio économique chinois. Les observateurs avertissent que si le Parti communiste chinois poursuit une confrontation prolongée avec les États-Unis, menant à une rupture à long terme, l'économie de la Chine communiste subira un choc dévastateur. Le régime répressif du Parti communiste chinois est la source de toutes les souffrances de la Chine et de son peuple. Pour se sauver, le peuple chinois doit mener une résistance pacifique, rationnelle et non violente afin de démanteler le Parti communiste chinois. C'est exactement ce sur quoi Donald Trump compte, que les Chinois descendent dans la rue pour lutter contre le régime communiste. La fermeture des entreprises confrontera de nombreux employés et d'innombrables ouvriers chinois au chômage, menaçant leurs moyens de subsistance. La Chine est au bord d'un chômage massif. Lorsque les gens se retrouvent sans nourriture et que même les fonctionnaires ne peuvent pas recevoir leur salaire, les protestations et la résistance deviennent inévitables. La situation en Chine peut changer rapidement. Et maintenant, écoutons la conclusion tirée de ce que nous savons déjà, la confrontation avec la Chine, le programme militaire et commercial. Et c'est une situation dans laquelle ces deux pays peuvent gérer les tarifs qu'ils s'imposent l'un à l'autre, du moins pour le moment, pendant un certain temps. Le fait est que le Canada, c'est une autre histoire. Du point de vue de la taille de l'économie, c'est différent par rapport à la Chine et au Canada. Mais simplement en termes de durée de cette situation. C'est justement pour cela que vous avez vu le Canada et leur premier ministre sortir au début et dire « Oh, nous allons répondre à Trump, nous pouvons le faire. » Ils voulaient exercer une pression immédiate sur Trump pour qu'il ressente la tension à l'intérieur du pays. Les citoyens américains ont refusé, estimant que cela n'en valait pas la peine. En vérité, dans une guerre commerciale avec le Canada, vous gagneriez à coup sûr. Mais avec la Chine, on peut supposer que les États-Unis gagneront, mais cela prendra probablement beaucoup plus de temps. Et c'est là que commence cette analyse que vous menez, parce qu'ils savent comment nous fonctionnons. Dans le sens où les citoyens des États-Unis sont beaucoup plus actifs, et nous, en général, avons une plus grande influence dans notre système. Les gens ne seront pas satisfaits, aux États-Unis. Le KPK regarde cela et dit « Oui, nous pouvons avoir une certaine baisse ». Ils peuvent aussi simplement dire que Trump a initié cette guerre commerciale et qu'il est l'agresseur. Nous répondons simplement « Nous voulons paraître forts ». Un accord avec la Chine aura-t-il lieu en premier? Je dirais que si vous êtes Trump, non, vous ne voulez pas que cela se produise en premier. Vous voulez obtenir plus de levier de pression sur la Chine en concluant des accords avec d'autres pays qui pourraient isoler la Chine. Surtout lorsqu'il s'agit des conditions dans ces accords. S'ils font en sorte que vous ne puissiez pas importer de produits de Chine et ensuite les exporter vers les États-Unis. Pas avec des choses qui dépassent les limites du raisonnable. Cela arrive parfois dans le commerce, c'est la réalité. Cela dépend du produit. Idéalement, nous voudrions stopper cela dans l'œuf, comme pendant le premier mandat de Trump. La Chine a ainsi pu contourner certains tarifs. Qu'avons-nous découvert ensemble? Eh bien, en chemin, c'est tout. Dans 100 cas sur 100, une guerre commerciale avec le Canada mènera à une victoire totale des États-Unis. C'est-à-dire que le Canada devra rejoindre notre union douanière, quoi qu'il arrive. En ce qui concerne la Chine, ils ont l'avantage que le peuple a peur d'ouvrir la bouche et est prêt à endurer, comme on dit, n'importe quelle privation tant qu'il reçoit une poignée d'argent du riz. D'un autre côté, si la Chine s'attend à ce que les États-Unis ne puissent ne pas convaincre leurs citoyens de se serrer la ceinture et que, de ce fait, Donald Trump soit, disons, obligé d'annuler ses tarifs, cela n'arrivera probablement pas. Le fait est que les États-Unis cherchent des fournisseurs dans le monde entier pour remplacer la Chine et leur imposent des conditions. Si tu veux nous vendre, nous t'aiderons. Nous allons, pour ainsi dire, te donner des conditions, nous allons les créer. Pour ainsi dire, apporte-nous ce que la Chine nous apportait auparavant, mais tu n'as pas encore le droit d'acheter des marchandises à la Chine. C'est-à-dire que c'est un double coup porté à la Chine, l'Inde a déjà accepté, le Japon, comme vous le comprenez, acceptera aussi. Ce n'est pas pour rien. Nous envoyons désormais des militaires, des bombardiers, des missiles et autres équipements similaires sur place, où nous construisons un centre opérationnel. L'Europe d'ailleurs est maintenant effrayée par le fait que la Chine a commencé à y envoyer des marchandises non expédiées aux États-Unis à des prix de dumping. Cela va porter un coup aux fabricants européens. Et peut-être que 300 millions de Chinois perdront leur emploi ou penseront qu'ils vont bientôt perdre leur emploi. Et alors, le Parti communiste chinois devra soit se rendre à Donald Trump, soit tirer sur ses propres citoyens.
Ils ont déjà fait cela à la place Tiananmen Square, et la place, soit elle se resserre, soit ils doivent quitter le pouvoir. Messieurs, chaîne sponsorisée avec des vidéos supplémentaires, des sessions de questions-réponses, elle est ouverte. Vous pouvez facilement vous inscrire juste en dessous. Il y a une explication. C'est 4 $ par mois. Si vous pouvez donner plus, nous accepterons aussi, nous sommes d'accord. D'ailleurs, si vous vous abonnez pour 1 an, cela revient à 3 $ par mois si vous prenez l'abonnement annuel. Merci aux abonnés, mettez des likes, pas seulement... Vous pouvez mettre un like non seulement quand vous êtes enthousiasmé, mais aussi quand vous avez simplement aimé. Si c'est intéressant et que vous avez aimé, mettez un like car il se passe quelque chose d'intéressant. 26 000 personnes ont regardé, mais seulement 3 000 ont mis un like. Est-ce que cela veut dire que 17 000 personnes n'ont pas aimé? Eh bien, partagez avec vos amis. Bien sûr, merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir passé votre temps sur cette chaîne. Je vous souhaite du succès, bonne chance et à la prochaine rencontre.